Le Conseil des ministres hebdomadaire a fait cas de la question des infrastructures scolaires, un point essentiel rappelé par l'actualité. Un bâtiment scolaire dont les hauts bassins s'est effondré, une personne y a perdu la vie et une vingtaine a été blessée. Les assises nationales sur le référentiel national de développement ont pris fin hier. Les différentes parties présentes ont fait un certain nombre de propositions en vue donc de l'adoption du nouveau guide d'action gouvernementale 2021-2025. Et puis, la police municipale est lancée dans une opération d'arrestation des animaux en divagation dans la ville de Ouagadougou. Déjà, plus de 200 bêtes ont été capturées. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Séance ordinaire Conseil des ministres. Hier mercredi, des décrets ont été adoptés et des communications orales également publiées, faisant notamment cas de l'effondrement d'un bâtiment scolaire qui a emporté une vie et fait une vingtaine de blessés. Ces faits se sont produits dans la région des Hauts-Bassins. Le point avec Abdourahim Minier. Lors de ce Conseil des ministres, 2 communications orales ont été données par le ministre en charge de l'Éducation nationale. Une triste nouvelle à partager. Il s'agit de l'effondrement d'un bâtiment dans un établissement scolaire ayant occasionné un mort et plusieurs blessés dans la région des Hauts-Bassins. Une situation qui pose le problème de la qualité des infrastructures scolaires. De 24 blessés au départ, 4 graves qui ont été évacués donc à Bobo-Dioulasso et malheureusement hier donc nous avons enregistré le décès donc d'un élève. Et ce bâtiment a été réalisé en 2014-2015 et malheureusement 6 ans après, il s'est effondré et ça nous amène à nous poser beaucoup de questions sur la qualité de la réalisation des infrastructures, mais surtout sur le suivi contrôle de ces infrastructures. Et donc j'ai été instruit donc de collecter toutes les informations afin de voir sur le plan administratif et ou judiciaire ce qui peut être fait. Hier aussi, nous avons donc un bâtiment de 3 classes qui a été réalisé par l'association des parents d'élèves du lycée de l'Amitié à Koudougou, donc qui s'est effondré aussi. Mais là, ça n'a fait donc aucun blessé. La deuxième communication porte sur la situation de crise que traverse le système éducatif. Des mesures ont été prises pour permettre aux élèves en classe d'examen du lycée Philippe Zenda Kaboré, fermé officiellement depuis le 24 mai dernier, de pouvoir poursuivre leurs activités académiques. Au niveau du lycée municipal Paspanga, donc il y a une partie des élèves qui va se retrouver à ce niveau du lycée Philippe Zenda Kaboré en classe d'examen et une autre partie se retrouvera au lycée municipal, lycée Bambata. Mais un communiqué donc du ministère en charge de l'éducation viendra préciser cette répartition pour que dès lundi, donc ce travail puisse se faire. Et donc il y aura une rencontre entre le chef d'établissement du lycée Philippe Zenda Kaboré et les enseignants pour organiser tout cela afin que le lundi tout puisse se faire. Alors pour le lycée Nelson Mandela, donc le gouvernement a autorisé que nous puissions reprendre les activités à ce niveau. Et donc nous prévoyons aussi la reprise des activités pédagogiques le 31 mai à ce niveau. Le Conseil a aussi adopté un décret sur le régime juridique de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASELC. Il a aussi adopté un autre décret qui porte sur la nomination des membres du Haut Conseil pour le dialogue social. Il s'agit donc par ce décret d'aujourd'hui de donner un régime juridique à l'ensemble de travailleurs qui sont appelés à être dans cette institution. Donc ce sont des emplois de contrôleurs d'État, des assistants de vérification et d'enquêteurs. Donc, par ce décret, l'autorité supérieure du contrôle d'État contre la corruption donc, se dote de moyens juridiques efficaces pour mener à bien donc, sa mission. Le second décret qui a été adopté porte donc nomination des membres du Haut Conseil du dialogue social. C'est une institution qui est dans l'univers institutionnel et qui se compose des représentants du gouvernement, des représentants des organisations patronales et de représentants des centrales syndicales. Donc par ce décret, le gouvernement donc, nomme 30 membres titulaires, dont 10 représentants du gouvernement, 10 représentants des organisations professionnelles d'employeurs et 10 représentants des organisations syndicales des travailleurs.
3 consulats honoraires sont désormais ouverts au Nigeria, en Sierra Leone et en Guinée-Conakry. Le Conseil a aussi procédé à la nomination des consuls de ces différents consulats où vivent au moins 1000 Burkinabés. Le processus de conception de nouveaux référentiels de développement 2021-2025 est bien en marche. Les travaux des Assises nationales sur la question ont été adoptés hier après 48 heures de concertation. 4 axes fondamentaux forment le document qui a pour objectif global de renforcer la résilience de la nation et de transformer structurellement l'économie burkinabé. Michael Toukri. Après 48 heures de travaux, les participants ont passé en revue les grandes orientations du nouveau référentiel national de développement 2021-2025. 5 commissions mises en place pour les travaux avec à la clé des recommandations et des propositions en vue de consolider le contenu du référentiel. Les conclusions de ces assises nationales ont été adoptées par l'ensemble des participants. Le référentiel que vous avez passé en revue intègre désormais des changements qualitatifs profonds au profit de tous les Burkinabés. L'approche participative et inclusive prônée pour sa mise en œuvre va consolider la place des différents acteurs, secteur privé, partenaires au développement, société civile, collectivités territoriales et communautés dans le cadre de son exécution. Dans l'ensemble, positivement apprécier la qualité du projet de document de référentiel national de développement, notamment sa structuration, sa qualité analytique. Ces assises nationales sur le nouveau référentiel national de développement voulu inclusif ont permis de réunir toutes les sensibilités de la société burkinabé. Et cette étape des assises se veut une démarche d'appropriation du nouveau référentiel de développement par tous les acteurs, dira le ministre en charge de l'économie et des finances. Pour la suite, selon le ministre Lassane Kaboré, les propositions formulées par l'ensemble des participants seront prises en compte dans le nouveau référentiel de développement. Il s'agit entre autres des recommandations suivantes. Le recours à des modèles d'imposition innovants pour financer certains projets, la promotion de la coopération civilo-militaire dans le cadre de l'exécution de certains projets de développement et plus généralement l'application du principe de la subsidiarité pour la mise en œuvre de certaines actions. La prise des dispositions nécessaires pour faciliter l'appropriation du référentiel par les populations et, enfin, je note, la relecture du texte régissant le Fonds de développement minier, le Fonds minier de développement local. Ce nouveau référentiel de développement du président Roch-Marc Christian Kaboré entend contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés et favoriser un processus de développement inclusif au Burkina Faso. Le coût de ce nouveau référentiel de développement est chiffré à plus de 19 000 milliards de francs CFA. Rencontre entre la Commission nationale de l'UNESCO et la jeunesse burkinabé. Elles ont discuté du leadership dans le processus de consolidation de la démocratie et la pacification de l'espace politique au Burkina. Cette rencontre constituait un renforcement de capacité des jeunes en matière de mécanismes d'action pour l'ancrage de la paix au Burkina. Michael Toukri avec la voix de Samira Ouedraogo. Au Burkina Faso, la jeunesse représente plus de 75% de la population. Elle est sans doute une force sur laquelle repose tout processus de développement. C'est cette dynamique que la Commission nationale pour l'UNESCO veut faire comprendre à cette jeunesse capable de changer les choses. Et les réflexions sont axées sur le leadership de la jeunesse dans le processus de consolidation de la démocratie et la pacification de l'espace politique au Burkina Faso. Il s'agit davantage d'interpeller les jeunes sur leur rôle de participation à tous ces processus-là. Les jeunes sont parfois ne s'engagent pas véritablement dans ce sens. Et aussi, on ne peut pas renier non plus leur rôle participatif qu'ils doivent jouer en termes de développement des nations. Comme on le dit, la jeunesse est le fer de lance du développement. Et en même temps, cette même jeunesse souffre de plusieurs maux, dont le chômage. Et donc, il était important quand même qu'on revienne sur ça pour leur montrer que
une jeunesse engagée, une jeunesse travailleuse, une jeunesse consciente, soucieuse bien sûr du développement de sa nation à partir donc de la promotion de certaines valeurs comme la paix, la citoyenneté, donc le civisme, le vivre ensemble, et donc une jeunesse également qui a... Pour les acteurs, il y a nécessité de renforcer la participation citoyenne, notamment celle des jeunes, afin d'assurer leur transformation personnelle, collective et sociale. Des connaissances qu'ils vont acquérir à travers des séquences théoriques et pratiques ponctuées de débats d'idées. Que ce soit une jeunesse vouée à elle-même, bien sûr, qui est en perte de vitesse, dans un monde également où les valeurs sont en sorte de démonétisation, d'effritement, une jeunesse qui n'a pas de repères. Donc l'UNESCO s'engage ici pour donner les repères aux jeunes, pour les orienter bien sûr dans cette quête-là de repères, et donc pour leur permettre de vivre une vie saine, harmonieuse et donc épanouie dans les valeurs de paix. Et selon le secrétaire général, l'UNESCO a pour mission essentielle la construction d'une paix durable, la promotion du dialogue interculturel et l'engagement des jeunes pour la co-construction d'une société pacifique et participative. Une autre rencontre dans ce journal, elle a réuni les membres du bureau de l'Alliance des Nouvelles Consciences ANC et le chef de file de l'opposition politique burkinabé au siège du CEFOP à Ouagadougou. Le but était donc de solliciter l'accompagnement de Edi Kombego pour le retour au Parlement des jeunes Fatima Tanikiema et Baraki Sarabdo. C'est avec un document de plaidoyer en faveur de la représentativité des jeunes dans les instances décisionnelles et pour le retour du Parlement des jeunes que les membres de l'Alliance des Nouvelles Consciences ANC ont rencontré le chef de file de l'opposition politique. Le but de cette visite est de convaincre Edi Kombego afin de bénéficier de son soutien en faveur de leur requête. Nous avons estimé que, au regard donc de l'absence des jeunes dans les instances décisionnelles, il était de bon ton que nous, en tant que jeunes leaders au niveau donc de l'Alliance des Nouvelles Consciences, nous puissions faire la démarche, nous puissions avoir une démarche stratégique, une approche stratégique vers un certain nombre d'autorités politiques du pays, dont le chef de file de l'opposition qui n'est pas des moindres, et qui a sous sa coupe 2 groupes parlementaires, dont 25 députés, qui puissent porter donc la voix de la jeunesse burkinabé au niveau donc du Parlement. Une démarche saluée par le chef de file de l'opposition politique. Ce dernier promet accompagner l'ANC pour l'atteinte de ses objectifs. Mais j'ai demandé de faire un diagnostic, de faire une analyse pour savoir pourquoi ce Parlement des jeunes a été supprimé. Est-ce qu'il est contre-productif? Il a été contre-productif. Quelles sont les raisons? Est-ce des raisons techniques, des moyens financiers qui ont manqué? En tout cas, il n'y a pas de raison que l'on l'ait supprimé. Si on a trouvé bon de le créer, 20 ans après, on voit qu'il n'existe plus. Il faut déjà savoir les raisons qui ont conduit à sa suppression. En rappel, le Parlement des jeunes a été instauré au Burkina Faso en 2008 sous le mandat de l'actuel président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, alors président de l'Assemblée nationale. Avec un mandat de 3 ans renouvelable une fois, mais avec le départ de Roch-Marc Christian Kaboré à la tête de l'Assemblée nationale en 2012, le Burkina Faso n'a plus connu le Parlement des jeunes. C'est du moins ce qu'a laissé entendre le président de l'ANC. Renforcement de capacité des avocats burkinabés en matière de droit pour une mise à niveau avec les réalités du moment. Ils bénéficient donc d'une formation continue du 26 au 28 mai à Ouagadougou, initiative du Centre international en Afrique de formation des avocats francophones, en collaboration avec le barreau de l'Ordre des avocats du Burkina. Abdoulaye Migné. Durant 72 heures, 150 acteurs du monde de la justice, notamment les avocats du Burkina Faso et d'autres pays d'Afrique, auront leur capacité renforcée à travers cette formation continue délocalisée au Burkina Faso. Ces avocats vont ainsi acquérir de nouvelles connaissances en lien avec l'évolution du droit. Cette formation permet aux avocats de se remettre en jour, de renforcer leurs compétences, puisque le droit évolue. Et nous avons de nouveaux marchés qui arrivent. Nous avons par exemple le droit minier et il faudrait qu'on donne une formation continue à nos confrères qui sont au Burkina Faso sur ce domaine, sur cette matière qu'on appelle le droit minier. Nous avons également l'arbitrage.
Nous avons l'arbitrage. L'arbitrage, c'est un mode de règlement des conflits qui va plus vite que l'action judiciaire elle-même. Or, comment faire? Nous avons d'autres matières telles que les élections. Or, le contentieux des élections, c'est nouveau. Habituellement, les avocats ne se penchent pas sur le contentieux des élections parce qu'on estime que tout est gagné à l'avance. Alors que sur le plan du droit, sur le plan de la démocratie, il faut que les avocats s'impliquent pour accompagner ce contentieux qui se pose avant, pendant et après les élections. Et enfin, nous avons un module sur la déontologie. Cette formation est assurée par des experts en la matière venus de plusieurs pays d'Afrique et d'ailleurs. Une démarche du Centre international en Afrique de formation des avocats francophones CIFAF qui vise à garantir la qualité de la formation. Je prends le cas du contentieux des élections. Nous avions fait appel au professeur Kanté du Sénégal. C'est lui qui interviendra. Dans le cas des partenariats publics-privés, nous avons fait appel à un expert, un Français qui viendra et qui, pour animer cette formation, nous fait le panorama du PPP. En matière d'investissement sur le plan des montages, des affaires, nous avions fait appel à M. Achille qui va commencer maintenant sa formation. Et en matière du droit minier, on a fait appel à un expert, le bâtonnier Coco Kanyodi de la RDC. C'est pour vous dire que nous avions, chaque fois qu'il y a un domaine à enseigner aux avocats, là, le CIFAF va toujours chercher celui qui est compétent dans le domaine, qui est rigoureux dans le domaine, qui est une référence, je dirais, dans le domaine. Basé à Cotonou, au Bénin, le CIFAF a été créé par les barreaux de l'espace UEMOA en mars 2000. Son objectif est d'assurer la formation des avocats et autres acteurs de la justice pour le renforcement de l'état de droit dans l'espace UEMOA. Je vous en parlais en titre. La direction de salubrité et de la tranquillité urbaine de la police municipale est lancée dans la capture des animaux en errance dans la ville de Ouagadougou. Environ 240 bêtes sont déjà dans les filets de la police. L'opération est en cours et se poursuivra jusqu'au 29 mai prochain. On en parle avec Sanata Serré. C'était la chasse aux animaux en divagation ce mercredi par les agents de la police municipale de Ouagadougou. Cette action entreprise par la police municipale s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la divagation des animaux dans la capitale. Ces animaux en divagation sont souvent à l'origine des accidents de circulation, de l'insalubrité et de la détérioration de l'environnement, selon le directeur de la police de la salubrité et de la tranquillité urbaine. Et cette opération se veut donc une aubaine pour sensibiliser les populations sur les dangers liés à ces phénomènes. Cette opération répond à l'application de la délibération 2018 barre 165 de la commune de Ouagadougou relative à la répression de la divagation des animaux dans la ville de Ouagadougou. Et vous savez que la lutte contre la divagation des animaux fait partie des missions régaliennes de la police municipale. Aujourd'hui, c'est une mission qui se veut spéciale et nous vous avons impliqué pour conscientiser la population parce que c'est au regard de nos différentes sorties et les résultats de nos opérations que nous vous avons conviés à cette opération pour pouvoir sensibiliser les populations sur les dangers de la divagation des animaux. Parce que chaque jour que Dieu fait, la police municipale est sur le terrain pour la lutte contre la divagation des animaux, mais ça ne change pas à la situation. Pour cette première journée, les équipes de la police municipale ont parcouru 3 arrondissements, à savoir les arrondissements 8, 3 et 9 de la ville de Ouagadougou. Et ce sont environ 240 têtes d'animaux qui ont été mises en fourrière. Ce matin, nous avons capturé 240 têtes, mais l'opération est en cours. Elle va se poursuivre jusqu'à 14h30 et nous espérons pour la première journée atteindre 400 têtes. La délibération précise que tout animal capturé, le propriétaire, le contrevenant court une amende de 30 000 francs par tête. Et les droits de fourrière par jour, c'est 5 000 francs. Cette opération va concerner toute la ville de Ouagadougou et va s'étaler sur 4 jours. Les éventuels propriétaires ont précisément 72 heures pour se signaler et récupérer leur animal. Passé ce délai, ces animaux seront vendus aux enchères, a ajouté le directeur de la police de la salubrité et de la tranquillité urbaine. Dans la suite de ce journal, l'Organisation néerlandaise de développement SNV a lancé le projet d'amélioration de la mobilité du bétail et des revenus des agropasteurs composante infrastructure pastorale, projet dénommé Modem Plus DDC.
Lancement donc intervenu ce mercredi à Manga dans le centre-sud. Le projet qui va durer 4 ans prend en compte 4 régions donc du Burkina et est financé par la coopération suisse Mamid Gana Kamabou et Abaka Mamad. Ce projet vise à apporter des actions complémentaires au projet mobilité du bétail et de revenus des agropasteurs par l'utilisation de la téléphonie mobile et de l'imagerie satellitaire. Il va permettre également d'améliorer la productivité et la sécurisation alimentaire des populations pastorales et agropastorales dans un contexte de changement climatique et de crise sécuritaire. L'idée, c'est vraiment faire en sorte que les communes comprennent qu'ils sont les maîtres d'ouvrage pour la mise en œuvre du projet et donc qu'ils sont partie prenante entièrement pour atteindre les résultats escomptés. Et nous aurons 20 points focaux au niveau de chaque commune. Nous avons une équipe centrale et nous avons élaboré un plan technique annuel budgétisé et également nous allons nous appuyer sur l'ensemble des acteurs pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont escomptés. Le projet prévoit la réalisation d'infrastructures de facilitation de la transhumance, l'amélioration des chaînes de valeur et le renforcement des capacités des acteurs et instances de gouvernance du secteur. La coopération suisse réaffirme son engagement à accompagner la deuxième phase de ce projet. Cette coopération, par le biais de ses premiers responsables, invite chaque acteur concerné à s'impliquer davantage pour la réussite de ce projet. Il s'agit premièrement d'une forte implication des collectivités territoriales et du ministère des Ressources animales et halieutiques dans la sécurisation foncière des infrastructures pastorales. Par là, je veux dire les pistes à bétail, les marchés, les forages, etc., à réaliser par le projet pour assurer la fonctionnalité et la durabilité. Deuxièmement, la concertation entre les acteurs étatiques, les organisations de la société civile pastorale et les collectivités territoriales pour des mécanismes endogènes de résolution pacifique des conflits et une meilleure intégration de l'économie pastorale à l'économie locale. Le projet Modem Plus DDC, dont le lancement officiel a eu lieu ce mercredi, est sous la tutelle du ministère des Ressources animales et halieutiques. J'engage tous mes services généraux et centraux, notamment la DGAP et le SPCVL, à apporter à la SNV tout le soutien nécessaire à la réussite de ce projet au grand bonheur de nos braves producteurs. Financé par la coopération suisse à hauteur de plus de 3,3 milliards de francs CFA, ce projet a une durée d'intervention de 4 ans allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024. Il prend en compte 4 régions, à savoir le centre-sud, les Cascades, le centre-ouest et le sud-ouest. Projet d'appui à la compétitivité de la filière karité. Différents acteurs étaient réunis pour discuter des besoins et préoccupations du secteur. Les échanges ont eu lieu les 24 et 25 mai dernier, donc à Ouagadougou. Le compte rendu avec Nadine Zongo. Le karité représente le 4e produit d'exportation pour le Burkina, après l'or, le coton et l'élevage. Il est une source particulière de revenus financiers pour les femmes qui occupent une place prépondérante dans le maillon essentiel de la filière. Cependant, le secteur rencontre des difficultés liées au financement des activités du karité. Pour résoudre ces difficultés, le PACFICA, le projet d'appui à la compétitivité de la filière karité, a initié 2 jours durant des rencontres entre les fonds publics nationaux, les banques et les professionnels de la filière karité. La difficulté que nous rencontrons, c'est l'accès aux finances publiques, dont les taux d'intérêt sont un peu élevés pour nous. Il est sans mentir que notre filière, en tout cas la filière karité, n'est pas comme les autres filières. Il y a des périodes bien déterminées pour la collecte, pour la transformation et pour la commercialisation. Donc voilà, c'est très transversal. Si bien que lorsqu'on part demander un crédit et que le crédit n'est pas venu à temps, ça joue sur la réalisation de nos activités. L'objectif global du PACFICA est de contribuer à l'amélioration de l'exportation et de la compétitivité des produits
des revenus des acteurs de la filière karité et la création d'emplois sur tout l'étendue du territoire. Pour y arriver, il faudra que le niveau de financement du secteur s'améliore. Le PACFICA travaille donc à avoir des résultats satisfaisants en matière de financement. Nous attendons que quand nous allons faire une évaluation du niveau de financement des acteurs de la filière karité, que ce soit les acteurs intervenant dans la production, la transformation ou la commercialisation, que le niveau de financement vraiment soit nettement amélioré. Parce que le souci majeur est qu'il y a certains qui ont besoin des fonds de roulement au moment des campagnes. Parfois, le financement arrive 5, 6, 7 mois après. Donc, ce sont des ressources qui ne vont pas servir en réalité à l'entreprise en question. Deuxièmement, il y a le problème des garanties qui se pose. Nous avons fait venir Soufigib, qui est venu aussi partager les manières d'intervenir, les manières d'accompagner. Et tout ceci, c'est vraiment pour faciliter l'accès au financement. À l'issue de cette rencontre de 2 jours, des recommandations ont été faites pour l'atteinte des objectifs fixés. Il y a 2 recommandations majeures. Premièrement, c'est de mettre en place un partenariat de concertation entre les fonds publics, les banques et les acteurs de la filière. Et cela, nous allons en tout cas organiser de façon régulière ces concertations. Et deuxièmement, c'est de voir dans quelle mesure on peut signer des conventions entre soit les fonds publics ou encore les banques avec l'interposition de la filière karité pour faciliter l'accès au crédit. Et en cela, nous avons déjà des avancées avec FONAFI qui promet en tout cas d'accompagner les acteurs intervenant dans la filière karité. En attendant un plus grand investissement des banques dans la disponibilisation des finances, le secteur s'est déjà compté sur la coopération luxembourgeoise qui finance 43% du budget du projet PACFICA. Plus d'1 milliard de francs CFA ont été déjà mobilisés pour financer le PACFICA. L'État burkinabé y contribue à 13% et les 44% du projet sont apportés par le CIR, cadre intégré renforcé. Le projet est mis en œuvre par l'unité nationale de mise en œuvre du cadre intégré renforcé en collaboration avec les unités techniques. Et puis attention, un espace à craindre dans le quartier Gunga de la ville de Ouagadougou, le jardin du Sils. Cet espace de loisirs, abandonné donc depuis 5 ans, constitue en effet un véritable danger pour les riverains du quartier donc Gunga. Et pour cause, ils sont régulièrement victimes de brigands et en fait ce jardin, un fief. Les détails dans ce reportage signé Maxime Jeune-Bambara. Situé en plein cœur du quartier Gunga de Ouagadougou, plus précisément au secteur 7, le jardin du Sils n'existe désormais que de nom. Pire, le nom de cet espace vert, censé être accueillant et un cadre de rafraîchissement, rime désormais pour les populations riveraines avec banditisme et agression. Bon, une fois j'ai été ici, ça me vient en mémoire, il y a un malvoyant qui était assis. Voilà. Entre-temps, j'ai constaté qu'il a commencé à pleurer. Et quand je l'ai demandé, il dit qu'il y a quelqu'un qui est passé, demandé son téléphone pour envoyer un message à quelqu'un. Et après, il n'a plus vu la personne. Donc apparemment, la personne a disparu avec le téléphone. Une fois, il y a une vieille qui partait au mess de 5h45. Ils l'ont pris son sac à main et fuir. Suite à ça, nous-mêmes, on a cherché à retrouver les mêmes gars. Bon, on ne les a pas vus. Mais ici, franchement, nous-mêmes, on souffre. Que ce soit la journée ou la nuit, on est obligé de faire sortir les gens là ici. Souvent, bon, ils viennent, c'est pas pour s'asseoir, causer, bon, c'est du n'importe quoi. En plus, une fois on a chassé, il y avait un voleur même qui est rentré de l'autre côté, la cour voisine. On l'a chassé, il est rentré ici, on est rentré, on l'a cherché, on ne l'a pas vu. Donc franchement, le coin, il est très dangereux pour nous. Vraiment, réellement, quand le jardin est comme ça nous pose un problème parce que c'est délaissé complètement. Les gens utilisent ça pour aller se libérer. Même avant-hier, il y a eu ce constat-là ici. Il y a une personne qui est venue, il s'est libéré là-bas. Donc, ça fait... se libérer, c'est-à-dire c'est aller faire ses besoins là-bas. Donc, pourtant, un jardin qui est dans un quartier, vu qu'il y a des toilettes, si tu ne peux pas demander dans une cour pour entrer, te libérer, et c'est entrer dans le jardin, vu qu'il n'y a pas de sécurité. Donc, tout le monde fait ce qu'il veut. Même les sacrifices, ça peut se faire là-bas. Donc, c'est un danger, surtout pour nos petits frères. Abandonné depuis plus de 5 ans par X pour raison de dysfonctionnement, selon des témoignages,
Ce jardin est aujourd'hui réduit à sa plus simple expression. La clôture détruite par endroits, des toilettes affaissées et hors d'usage, la devanture de la cuisine transformée en lieu de sieste, voilà le nouveau visage de ce qui était alors un maquis resto. Les plus courageux qui les fréquentent encore sont des élèves et étudiants à la recherche d'un cadre propice pour les révisions. L'insécurité qu'il y a ici, c'est les petits-enfants qui s'adonnent à la cigarette. Voilà, c'est ça qui rentre dans le cadre de l'insécurité. Quand je viens ici, quand même, quand je regarde les enfants, leur attitude, ça fait peur quand même un peu. Voilà, leur manière de s'amuser, leur manière de jouer, quand même, c'est inquiétant. Mais je sais que les enfants qui sont ici, voilà, ça peut arriver qu'il y ait des cas de violence quand même ici. Ce qui m'amène dans ce jardin, souvent quand je viens, c'est calme, c'est dans les soirées, là, souvent les élèves, les enfants du quartier là, viennent déranger un peu. Ah, bon, la nuit, des fois ici, tu passes ici, pas sans peine. Des fois même, tu peux voir quelque chose que tu ne veux pas voir ici. Comme quoi? Ah, comme femme et puis garçon qui... Si c'est des grandes personnes, même ça vaut mieux des enfants de 14 ans, 15 ans, 16 ans qui font l'amour ici. Surtout la drogue. Par peur de subir des représailles, certains habitants du quartier préfèrent se confier en off. L'inquiétude se lit bien sur les visages et les populations appellent à la rescousse. On souhaiterait que le gouvernement, au lieu de passer leur temps à être dans les journées à parler des grèves, c'est là que ça commence. Parce que si on ne réduit pas ça, puisque c'est eux qui favorisent réellement la délinquance juvénile. Parce que s'ils ont commencé à stopper ces genres de coins-là, et puis le coin est sécurisé, donc tout le monde va savoir que non, il y a des coins qu'il faut faire ça, et puis il y a des coins qu'il ne doit pas faire ça. Ça ne donne pas une bonne image en tout cas. Le jardin, il fallait bien l'aménager pour le mettre en valeur. Et ça allait être plus productif que de le laisser comme ça. Et ça pourrait être un nid de bandits. Nous, on aimerait qu'ils prennent ça. Soit ils vont louer ça à quelqu'un qui pourrait gérer ça correctement pour faire partir les mauvais comportements. Ou bien, ils n'ont qu'à prendre ça et refaire un autre lieu par exemple, un lieu de sport. Ou bien, ils n'ont qu'à faire ça une garderie pour que les petits-enfants profitent. Voilà. Sinon, comme ça, là, on est trop inquiets. La nuit, tu ne peux pas rentrer à 1h tardive. Bon, tu as peur parce que tu ne sais pas qui est là pour t'agresser, quoi. Le moins que l'on puisse dire est que ce jardin est à l'image de la plupart des jardins de Ouagadougou, dont la gestion incombe à la mairie. Et voilà donc pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. En attendant de nous retrouver demain, 13h également. Portez-vous bien.